bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co et aussi en podcast, évidemment, on oublie trop souvent de le dire. Nouvelle semaine, nouvelle émission autour du jeu vidéo et deux invités. Un que vous avez déjà vu, Sylvain Trinel. Bonjour Sylvain. Melinda. Ça va? Ouais, journaliste, podcasteur derrière Manette à 3. Eh oui. Voilà, avec Antistar qu'on avait reçu et Alvin notamment. Ah bah super. Voilà, comme ça on cite tout le monde. Il faut. Hein? Et voilà. Et une nouvelle tête chez nous, Adibou. Comment ça va? Bah ça va très bien, je suis très content d'être là, c'est ma grande première, on va parler de sujets en plus hyper intéressants. Et que tu maîtrises pas du tout, en plus c'est génial. Pas du tout, c'est comme si on n'avait jamais bossé avec Blizzard bien entendu, Voilà. donc non, franchement ça va être très très chouette et merci pour l'invitation. Voilà, Adibou, streamer, caster. Ouais. Voilà. Grand spécialiste de Overwatch quand même, on va le dire. Tout à fait, 7 ans et on espère encore plus avec la refonte de la Ligue Premium, mais bon, ça on en parlera peut-être On une autre va fois. exactement, parce qu'aujourd'hui on va vous parler des derniers salons, des conventions qui sont revenus sur le devant de la scène en 2023. C'est vraiment l'année du renouveau. Est-ce qu'on ne devait pas faire une croix sur ces événements? On nous avait promis post-Covid. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Et on démarre avec l'actu à chaud. Alors, ces dernières semaines, nous avons donc eu la BlizzCon, la grande convention annuelle de Blizzard. Nous avons eu la Paris Games Week. Je vous encourage à aller revoir l'émission que nous avons consacrée dans le bruit et la fureur de la porte de Versailles. Tout ça pour vous dire que les salons et les conventions existent toujours. Et on va parler notamment de la BlizzCon qui a eu lieu début novembre à Anaheim, à côté de Los Angeles. Il y a eu des annonces, Adibou, Ouais, vraiment. il y a eu beaucoup d'annonces. On arrive bientôt aux 20 ans de World of Warcraft, qui est peut-être la licence la plus connue finalement de Blizzard et maintenant slash Activision Blizzard King, Microsoft. Et il y a eu une énorme annonce. Grosso modo, on va partir sur un nouvel arc qui sera les 10 ou 20 prochaines années. Bref, le futur de WoW. Cette saga va s'appeler The World Tour, donc c'est l'âme monde en français. Et il y a déjà 3 nouvelles extensions. On a vu des trailers magnifiques. Le trailer est dingue. Le trailer est d'une beauté. Si vous regardez l'émission en vidéo, je vous encourage à aller les voir ou bien aller les voir sur Internet. Ouais. C'était vraiment... Alors, moi, je ne suis plus une joueuse de WoW depuis des années. Pourtant, j'y ai joué. Oui, je suis désolée. Pour la Horde, en revanche. Hein? Pour la Horde. Bah, moi, oui. Bah oui. Ah, bah c'est bon. Mais c'est bon, ça va. Je reste. Je suis sauvée. Mais voilà, mais les trailers étaient vraiment magnifiques. Je ne sais pas, Sylvain, si tu les as vus. Ah oui, trailer somptueux pour le coup en CGI de la part de Blizzard qui montre de toute façon tout son savoir-faire en la matière. C'est particulièrement impressionnant, vraiment. Enfin, les détails sur ce trailer, je vous invite à le voir. Après, en termes d'annonce, effectivement, je ne serais pas aussi enthousiaste que, que mon cher confrère, mais parce que voilà, on reste quand même sur des annonces en demi-teinte dans la mesure où ils ont très peu montré Diablo. C'était pas du tout au cœur de la voilà, il y a quand même une extension qui a été Diablo. annoncée effectivement pour Diablo 4. On attendait peut-être effectivement des infos sur le jeu de survie de Blizzard, mais celui-ci, c'est probablement un des grands absents de cette convention-là. Mais néanmoins, quand même, une présence particulière de Phil Spencer. Qui est on va y revenir, va pas trop vite. Voilà, on va en c'est parler. lui, il a payé, c'est à moi, ce développeur-là. C'est encore son chèque cette année pour la BlizzCon. Il y a eu Warcraft Rumble. Ouais. Alors, ça fait quand même des années qu'on entend parler de ce jeu. J'ai vu dire quoi, 3 ans, 2-3 ans qu'ils nous l'ont présenté, qu'on a pu y jouer un petit peu. Il arrive vraiment ou c'est encore Ouais, c'est bon, il est dans ma poche, j'y joue tous les jours là Et pour alors le moment. Moi qui suis tombé dans la folie de Clash Royale, je trouve que c'est un Clash Royale amélioré parce que tu as une grosse partie PVE. Jeu mobile, rappelons-le. Exactement, sur iOS et Android, gratuit. Bon, après, évidemment, plus tu payes, plus t'es meilleur. Exactement, il y a une grosse partie de pay to win, comme on dit. Mais non, le jeu est bon et il y a cette partie où tu joues contre l'ordinateur qu'il n'y avait pas forcément dans Clash Royale, qui est hyper intéressante avec des mécaniques différentes. Et moi, pour le coup, j'aime WoW, j'aime Warcraft et moi, ça me parle instantanément. Et le jeu est bel et bien là. Et effectivement, il y a eu 2 ans de bêta, de test, on va peaufiner le jeu. Et il est sorti le 3 novembre, donc en même temps, on va dire que la BlizzCon. Et pour le moment, je pense qu'ils sont très contents et que ça doit bien sabrer le jus de pomme qui pique. Les premiers retours sont pas mal. Alors toi, on disait qu'un grand spécialiste d'Overwatch, les annonces Overwatch en revanche, disons que c'est là où je rejoins Sylvain. C'était pas terrible quand même, on va pas se mentir. C'est vrai que c'était très axé WoW, il est vrai. Un petit peu Diablo avec la nouvelle extension, le réceptacle de la haine. Et puis il y en a d'autres, que ce soit Overwatch, où on a vu un nouveau mode, le mode Clash, Hearthstone Moga. aussi, hein.
Hearthstone qui Overwatch, a bien sûr. explosé, voilà. Ils ont mis un peu tout, en fait, ils ont un peu tout montré pour dire regardez, on est encore tout ça, mais enfin, il n'y avait rien non plus d'extraordinaire. Rien d'exceptionnel, Moga, ça fait des années on l'attend, mais ils ont expliqué pourquoi il était dealé à ce point-là. Mais c'est vrai que moi qui suis amoureux du jeu, c'est vrai que là, il n'y avait pas grand-chose. Mais finalement, d'année après année, chacun a son temps fort. Là, c'est un temps fort sur le MMORPG. L'année prochaine, on verra. Mais Sylvain, bon, là-dessus, j'avoue, on ne sera pas d'accord tout au long de l'émission. Mais ça, je te l'accorde. Sur Hearthstone, Diablo, on attendait plus. Et Overwatch. Et surtout, la nouvelle IP. Alors là, c'est assez famélique. C'était famélique. Alors, il y a eu quand même un événement, comme tu disais, Sylvain. C'était la présence sur scène de Phil Spencer. Alors, honnêtement, on s'y attendait quand même. Évidemment, et je pense qu'il était temps que Activision Blizzard soit racheté. Arrivé en Rockstar quand même. Exactement. C'était évident. Enfin, cette présence, d'autant qu'il venait déjà effectivement dire Pop-Up, vous êtes à moi. Désormais, voilà. Chez moi. C'est important de le dire. Et puis bon, après, il a sorti un discours qui était peut-être pas celui attendu par les joueurs Xbox, qui s'attendaient peut-être à une annonce quelconque vis-à-vis des jeux Blizzard sur le Game Pass. Comme il avait fait peut-être sur Final Fantasy cet été, pour annoncer que ça arrivait sur console Xbox. C'est vrai qu'on attendait. Voilà, c'est quand même notable, c'est plutôt cool. En tout cas, les joueurs l'ont plutôt bien accueilli, en tout cas plus chaudement que effectivement Overwatch ou Hearthstone quelques minutes plus tard. Donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant de voir Phil Spencer parce qu'il est très charismatique et c'est ça qui fait vendre le truc. De toute façon, le deal, le giga deal. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas quand même, ce qu'on a beaucoup parlé, Phil Spencer est le patron de Microsoft Gaming, donc de Xbox, petit indé, un petit studio. Voilà, qu'on avait eu en interview et qui en effet a un charisme absolument dingue pour un patron. Plus que Sylvain, non? Je crois si, largement. Rien que sa veste de cuir, moi je voulais même. Est-ce que Sylvain arrive en veste en cuir dans cette émission? Non. Il a laissé à la régie. C'est vrai. Justement, Phil Spencer vient. Il est sur scène avec Mike Ibarra, le patron de Blizzard, qui était très ému d'ailleurs. Oui, qui était extrêmement ému, j'ai trouvé, sur scène, qui est un ancien Xbox quand même. Je pense peut-être qu'il aspirait à prendre le poste de Phil Spencer et au final il s'est barré chez Blizzard. Il est très drôle parce que justement il n'a pas dit, sur scène il a dit que c'était une nouvelle ère qui s'ouvrait avec Microsoft. Il a surtout parlé de Blizzard qui allait enfin devenir un studio indépendant avec une liberté créative. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'attendre d'être acheté par Xbox pour ça, Adi ? Disons que vu les jeux qui sortent, qui sont toujours très sympa, mais qui manquait d'un petit quelque chose. Et je pense que le plus notable, c'était Diablo 4. Pour avoir saigné Diablo 3 il y a des années, 300 heures en 3 mois et le taf à côté, et j'avais adoré, mais qui manquait manquait un petit quelque chose. Mais Diablo 4, en fait, il manquait plusieurs choses. Et quand tu vois que le patch note de la saison 2 va avoir 14 000 mots, tu te dis, ouais, ce studio a besoin de retrouver une certaine peut-être indépendance. Peut-être Activision était un peu trop sur les chiffres. Peut-être que ça manquait effectivement d'une patte un peu créatrice folle qui faisait qu'on aimait les jeux Blizzard et qu'on disait vraiment que les jeux Blizzard étaient uniques au monde. Et finalement, moi je trouve que ça va plutôt bien et que c'est plutôt vrai. Finalement, j'espère retrouver justement ce qui faisait qu'on aimait Blizzard il y a de cela 10 ans ou 15 ans. Oui, clairement, Blizzard avait perdu son identité de studio indépendant, même si c'est un peu bizarre de dire ça vu le nombre de personnes qu'il y a chez Blizzard. Mais en tout cas, au moment où, vous en avez parlé dans la précédente émission, j'imagine, au moment où Call of Duty est devenu un monstre, Activision aussi, et en rachetant Blizzard, c'est devenu une société régie par les actionnaires, par un patron qui est Bobby Kotick, qui est très contesté, on le sait, et qui s'en va d'ailleurs dans les prochaines semaines. Donc clairement, c'était utile peut-être de le rappeler. Et c'est sûr que oui, Microsoft donne de l'indépendance à ses studios, peut-être parfois trop. Et je pense que je ne suis pas certain que Blizzard ait nécessairement besoin de cette indépendance, vu les chantiers qui ne sont pas terribles ces dernières années. Être Blizzard chez Xbox, c'est quand même pas être Double Fine ou production ou des choses comme ça. Enfin, c'est quand même une autre. Même un studio. C'est un peu Bungie chez PlayStation qui appartient au PlayStation Studio, mais qui fait sa vie, quoi. Oui, ça c'est sûr. Après, ça reste une belle asset, mais je pense pas qu'ils auront autant de liberté. Ils en auront plus que chez Activision, Blizzard, etc. Mais pas autant qu'ils l'espèrent, ça c'est sûr. On en parle du petit mot de glisser sur StarCraft par Mike Ibarra au lendemain de la BlizzCon, disant que oui, le jeu, la licence existe toujours, on va faire autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette licence ? À chaque BlizzCon, ils le disent, on est d'accord. StarCraft, c'est une espèce de
serpent de mer qui doit revenir et qui ne revient jamais. Je sais, en vrai, les RTS et donc les jeux de stratégie en temps réel comme StarCraft, c'est toujours très compliqué. Il y a les anciens de Blizzard qui ont créé en plus leur propre jeu Stormgate, qui est un mix étonnamment entre StarCraft et Warcraft, même visuellement parlant. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de revenir? Mais les fans l'attendent. Je pense qu'il y a des dossiers peut-être plus chauds et plus intéressants. Cette nouvelle IP, je pense que vraiment la nouvelle licence, on l'attend de pied ferme. Parce que la toute dernière, c'était Overwatch et maintenant Warcraft Rumble. Mais la vraie grosse, ça reste Overwatch. Donc je pense qu'on a vraiment envie d'un renouveau une fois de plus. StarCraft, malheureusement, ça reste entre guillemets de niche. Il y a peut-être autre chose à aller chercher avant de se remettre sur un dossier aussi balèze. C'était sur plusieurs jours, la BlizzCon. C'est 30 à 40 000 personnes qui viennent quand même, donc pour entendre parler des nouveautés. $300 le week-end, je crois, entre 200 et $300, ouais. C'est extrêmement cher. Surtout, apparemment, cette année, ils ont fait flamber. Je voudrais qu'on revienne, messieurs, sur l'importance des salons et justement des conventions comme ça. Parce que au moment du Covid, tout a eu lieu en ligne. On sait ce qui a donné naissance vraiment au Summer Game Fest, à des choses comme ça. On nous avait dit qu'on ne reviendrait plus jamais sur des événements physiques. Alors le 3 est mort pour le moment de sa belle mort, mais c'était un événement plus professionnel. La Paris Games Week vient d'annoncer qu'ils font plus d'entrées. Alors on a 180 000, on est loin des 300 000 qui visaient en 2019. Les gens reviennent. La Gamescom fait plus de 320 000 personnes qui viennent, donc journalistes et publics et joueurs. Le TGS, pareil. Tout repart à la hausse. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on a besoin de ces événements? En fait, les gens s'y précipitent toujours. Pourquoi? Je pense que Adi, qui a plus l'habitude de partir dans des salons de fans, etc., en province, peut en témoigner. Les gens ont besoin de ces salons, en tout cas de ces conventions, on va plutôt les appeler comme ça, parce qu'il y a vraiment deux types d'événements. Il y a les salons traditionnels comme la Gamescom, la Paris Games Week, et les conventions comme on peut avoir avec le Paris Manga Show, etc., et qui là réunissent davantage les fans de youtubeurs, de vidéastes, de streamers. Là, tu parles de la TwitchCon ou la Japan Par Expo, exemple, des choses comme ça. C'est des choses très spécifiques. Pour autant, ouais, les gens ont besoin de ces événements-là parce que c'est un moyen, effectivement, avec la Paris Games Week, d'essayer des jeux parfois en avant-première, que ce soit en avant-première européenne ou en avant-première française, de préparer ses achats de fin d'année. C'est pour ça que pour moi, la Paris Games Week a encore du sens. Et j'imagine que tu en as parlé avec Nicolas Vignol, qui est le délégué général du CEL et qui se charge notamment de la Paris Games Week. Moi, quand je l'ai eu en interview, il m'expliquait que la question s'était posée, effectivement, d'arrêter la Paris Games Week. Pendant 2 ans, ils ont arrêté la Paris Games Week. C'est ça, parce qu'à cause du Covid. Et au moment de reprendre, ils se sont dit, est-ce qu'on n'arrêterait pas là? Parce que est-ce qu'il y a toujours des gens? Et force est de constater que, certes, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y a quand même un public qui est là. La Paris Games Week, c'est un gros salon quand même. C'est certes un tout petit salon à l'échelle mondiale européenne. Par rapport à la Gamescom, c'est rien du tout. Mais malgré tout, les gens restent un peu attachés à cet événement-là, qui est soutenu de toute façon par le chef de l'État, la maire de Paris, et les élus en région. On en a besoin de cet événement. Alors, on a passé quand même des années, on l'a dit nous aussi. Son positionnement au moment des vacances de la Toussaint n'était pas bon pour des annonces. Donc, c'est un vrai salon de fans. Pour le coup, pour nous, journalistes et professionnels, ça n'a pas grand intérêt, ce salon, parce qu'on a déjà, a priori, tout vu. Toi qui fais donc en effet d'autres événements, est-ce que tu sens le même engouement, le fait que les gens ont quand même envie de venir te voir aussi d'ailleurs, parce que toi, pendant la Paris Games Week, on était là. T'as donné ta personne quand même. On était là, on était sur le stand d'un constructeur de son sur les 5 jours et on a bien donné de sa personne et de sa voix. Écoute, pour être totalement franc, j'ai eu l'impression qu'il y avait effectivement moins de monde. Genre vraiment au global, c'était alors qu'ils annoncent 180 000 personnes cette année contre 150 000, mais il y avait 3 halls. Il y avait 3 halls. Je pensais que cette année, il y avait 3 halls contre 1,5, je crois, l'année dernière. Mais pour le coup, j'étais entre guillemets dans le plus important. Moi qui suis un fervent supporter d'e-sport et fan d'e-sport, c'est vrai que le hall qui reste le plus visité, ça reste le hall jeux vidéo standard, il y a les constructeurs, le 1 avec Xbox, Ubisoft, PlayStation, etc. Je t'avoue qu'il y avait un peu moins de monde sauf le samedi, donc ça m'a fait un peu bizarre parce que par rapport à l'année dernière où j'étais aussi présent, il y avait plus de monde, genre vraiment plus de monde. Et le seul virage que je trouve hyper intéressant de la part de la PGW, c'est d'ouvrir à tout ce qui va être sport traditionnel. Tu vois, on pouvait faire du basket sur place. Il y avait des bails où on pouvait changer les roues d'une Formule 1. Je trouvais ça énorme, tu vois, comme activation finalement. Donc tout ça, ouvrir à, entre guillemets, la pop culture, ouvrir au sport et tout, je pense que c'est peut-être le bon virage à prendre parce que même si c'est un rendez-vous, les gens viennent timidement et puis le mois de novembre, il fait pas beau, il pleut, il fait froid, il y a des problèmes dans les transports, bref. Non, ça c'est Paris. Hein. C'est pas faux. Exactement. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que
Malheureusement, on va le dire comme ça, c'est que les chiffres des salons, que ce soit de Gamescom, etc., sont un peu topés à l'avance par les organisateurs. Ils disent à la fin on va annoncer ça, parce que de toute façon ils l'annoncent déjà parce qu'ils ont déjà une visibilité, il y a les billets achetés. Voilà, c'est les ventes en ligne. Et puis après, on est de toute façon sur une course à toujours plus. Évidemment que la Paris Games Week ne pouvait pas pouvait pas annoncer un chiffre inférieur à l'an dernier, dans la mesure où c'était dans des espaces beaucoup moins grands. Fallait qu'il tape davantage. Effectivement, il y a cet effet, il y a un peu moins de monde, on le voit sur les c'est marrant, images. parce que moi j'ai trouvé que le mercredi, j'y suis revenu le mercredi 1er, j'ai trouvé que par rapport à l'année dernière, il y avait en effet plus de monde. Est-ce qu'il n'y avait pas plus de monde sur le hall e-sport, justement, qui a doublé sa capacité quand même, et qui avait en effet, comme tu disais, tous les à côté? Bah écoute, j'ai pas trouvé, j'ai très peu flâné en revanche, j'ai pas beaucoup de temps, mais le peu de fois où j'y suis allé, j'ai trouvé encore une fois que c'était assez pauvre. Cependant, effectivement, les 2 jours les plus importants selon moi, c'était l'ouverture, donc mercredi, et samedi. Et tout le reste, c'était un peu plus bas que la normale pour avoir fait quand même pas mal de PGW, soit en tant qu'acteur, soit en tant que juste public, et notamment celle de l'année dernière. Ça m'a pas rassuré entre guillemets par rapport à ça. Ils ont revu les espaces, les allées sont beaucoup plus grandes que l'an dernier aussi. Donc en fait, il y a peut-être cet effet de masse un peu moins présent, et tant mieux. Du coup, c'est un salon qui se veut très accessible, notamment aux personnes en situation de handicap. Et la Paris Games Week a beaucoup appuyé là-dessus en revoyant l'ensemble de ces signalétiques, de ces places d'allées, etc. On se déplace aussi mieux. Moi, j'ai le souvenir de 2018-2019 où c'était juste un enfer. Quand il y avait des queues, notamment devant Call of Duty, où les gamins étaient capables de faire... Là, il y en avait toujours, mais les gamins faisaient 5-6 heures de queue, passaient leur journée à faire la queue pour jouer 3 minutes à Call of Duty, ça bouchait les allées. Il y a aussi ça, c'est qu'ils ont beaucoup plus espacé. Ça donne aussi une impression de vide qui, à mon avis, n'est pas tout à fait réelle. Alors, sur les chiffres, en effet, ils annoncent ce qu'ils veulent. N'empêche que le Tokyo Game Show annonce des chiffres qui se rapprochent de l'avant Covid, que tous les événements, en fait, c'est pareil. Je vous ai dit, Gamescom, 320 000. L'année dernière, c'était qu'à 265 000, et ils étaient à 345 ou 350 000 pré-Covid. Donc il y a quand même un engouement. Paradoxalement, là où je voulais venir avec vous, c'est qu'on a eu beaucoup d'événements en ligne. Le Summer Game Fest de Geoff Keighley, Xbox, Bethesda qui font leur show aussi, et qui cette année ont fait du présentiel, PlayStation, qui quand ils nous font des showcases une fois tous les 2 ans, restent en ligne. N'empêche que ces événements-là, eux, perdent des spectateurs. Alors c'est dû à quoi ? C'est intéressant, tu vois, je t'apprends quelque chose. Ouais. Je vais te donner des chiffres parce que j'ai un peu pisté. Par exemple, le Summer Game Fest de Geoff, l'année dernière, lui, il a un petit peu augmenté. Il était en moyenne cette année à 1,5 million, 1,3 l'année dernière, mais ses pics étaient beaucoup plus importants l'année dernière, où il a topé, et c'est quand même un événement de 3 heures, il faut rester devant, où il a topé. Le Xbox, voilà, ils sont à 2 millions en moyenne. Les événements n'arrivent pas à grimper comme on s'y attendait, en fait, ces événements-là. Xbox est revenu à un événement partiellement physique au mois de juin. Le Summer Game Fest s'est invité en physique aussi. Est-ce que les événements en ligne, aujourd'hui, vont aller crescendo comme on nous l'annonçait? Écoute, vu les chiffres, je t'avoue que je suis assez surpris. Je pensais effectivement qu'on allait continuer à grimper parce que c'est bien maîtrisé, c'est bien ficelé. Après, mais est-ce que c'est pas trop long? C'est vrai que les bails de 3 heures. Après, ça reste un show. En vrai, je trouve que le Summer Game Fest, c'est assez exceptionnel par rapport aux showcases de PlayStation ou les Ubi Forward, etc., qui sont après, ou les Nintendo Direct, qui peuvent durer 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, etc. C'est vrai que le Summer Game Fest, c'est un monde à part entière que Geoff Keighley propose. C'est un show à l'américaine où ça s'arrête jamais. Jamais, c'est des tunnels non-stop où t'en prends plein les yeux. Et peut-être c'est un poil long, je suis d'accord, mais c'est une fois dans l'année, donc je comprends pourquoi il fait ça. Les 3 heures, honnêtement, je les sens pas si difficile que ça à maîtriser. Le seul moyen vraiment de bien les digérer, c'est quand on les regarde chez un autre créateur de contenu, je trouve. Quand tu passes ta soirée tout seul, c'est vraiment ennuyeux. Quand tu regardes ça chez MV, Feu le stream, ou ton créateur de contenu préféré, ou ton streamer préféré, franchement, les 3 heures, c'est l'analyse, je les vois pas passer. C'est l'analyse parce des autres. que en fait, si tu veux, le Summer Game Fest, pour moi, il n'y a pas d'analyse. C'est la pub, Hideo Kojima qui fait un podcast, la pub, le GOTY, la pub. Ouais, et encore, le GOTY, t'es gentil. Moi, je trouve qu'il y a un problème de rythme sur le Summer Game Fest qui est assez dramatique. Totalement. Geoff est très bien pour organiser des événements. Présentation. Après, voilà, il est aussi très bien pour hyper pour un événement, alors qu'il n'y a finalement pas grand-chose à annoncer. Il n'y avait pas grand-chose. Il y a beaucoup plus, effectivement, au Game Awards, pour le coup, qui reste... je pense, un peu l'événement phare de l'année, en fait, qui est le nouvel événement phare. Comme quoi, on peut c'est une remise de prix. Tout à fait. Donc ça mobilise aussi
Ça mobilise parce que davantage. c'est un peu, alors comme jadis les Oscars ou les Césars, mais ça mobilise sur le côté de est-ce que mon jeu préféré va être le jeu de l'année? C'est ça, exactement. Mais après, je sais pas si vraiment on regarde les Game Awards pour les récompenses en Mais vérité. regardez, par exemple, Square Enix, qui nous avait, à une époque, avait commencé à faire des événements en ligne, a arrêté. Bah, ils ont plus rien. Ils ont plus leur Mais studio il est fait la PlayStation. Les occidentaux. PlayStation Showcase là, et les State Oui. of Play, c'était rempli de jeux Square Enix. Mais oui, mais il vaut mieux parce qu'en fait, il y aura une meilleure exposition dans la mesure où les PlayStation Showcase, il y en a beaucoup moins qu'Xbox, que Nintendo, etc. Il y a un peu plus de hype autour de cela. Donc il vaut mieux en fait que Square Enix les file dans la mesure où ils n'ont plus rien à montrer. Cette année, ils ont eu quoi? FF7, FF16. Qu'est-ce que tu Du veux? remake de tout, des annonces. À la rigueur, oui, mais ça ne mérite pas un showcase avec de l'argent que ça peut éventuellement engendrer. Enfin, ils ont bien raison de ne pas le faire, c'est Ouais. sûr. Alors ma question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les deux salons en physique doivent continuer, ou est-ce qu'on se concentre, ou est-ce que les éditeurs et tout le reste doivent se concentrer sur les événements en ligne? Je pense Sylvain? que la Paris Games Week a encore du sens. Mais c'est vrai que ça va devenir quand même très compliqué, même pour la Paris Games Week. Il faut plutôt se recentrer effectivement sur les salons de fans, comme la Japan Expo, etc., qui sont vraiment Des thématiques. très thématisés. Effectivement, après, pour le truc en ligne, ouais, mais ça dépendra de l'éditeur. Je suis pas convaincu que en dehors d'Ubisoft ou donc de Sony, Nintendo, etc. Et Xbox Il y a avec des ses gens fonds de studio. intéressés. Voilà, il y a des gens Ça va durer intéressés 4 heures. par une heure de conférence avec des trailers qui se suivent les uns aux autres. Je suis plus certain de ça aujourd'hui. T'es pas branché par le Xbox Bethesda Activision Blizzard King Showcase? Ça va être l'enfer Ça va l'an être prochain, ça va être horrible. Pensez pour les 35 studios qui restent derrière, qui sont Après, sans famille. Activision Blizzard n'a jamais fait l'E3. Donc, on peut se dire que peut-être qu'ils C'est louperont la conférence E3, enfin l'équivalent de l'E3 aujourd'hui. Adi, Moi, je pense que le meilleur des deux mondes, tu as des coûts maîtrisés, c'est plus facile, tu montres vraiment ce que tu as envie quand tu es en ligne, et c'est ça qui est aussi très très chouette, avec malheureusement pas le manque d'expertise, mais comme c'est juste une vitrine, c'est encore une fois cool de le vivre avec ses potes ou des créateurs de contenu, parce que tu parlais de manque d'analyse, bah c'est le cas, parce que comme tu n'as que des trailers et qui disent pas ce que c'est, tu as besoin de quelqu'un qui met du contexte et qui explique, c'est pour ça que je trouve que c'est hyper cool, donc ça on va le garder, ça coûte moins cher, tu peux en faire plus régulièrement, etc. Mais les conventions et tout, c'est hyper important de les garder pour le tout venant, pour les gens qui se déplacent exprès. Et même, je pense que professionnellement parlant, il y a eu pas mal de contrats qui, lors des soirées presse, ont dû peut-être se faire parce qu'on s'amusait bien tous ensemble et qu'il y a des choses qui se sont déliées, quoi. Par contre, le rendre plus grand public et peut-être ne pas faire que du jeu vidéo, ça, c'est peut-être une des la futures force de la solutions. Paris Games Week Ouais. qui en effet sauve pop culture. Et pour les professionnels que vous êtes, est-ce qu'on continue tout en ligne ou le physique c'est bien aussi? Oui, le en ligne c'est très bien parce que ça évite de partir 3 jours pour jouer 4 heures à un jeu. Hein. Je pense que tu connais très bien ça, Mélinda. Ou pour un événement quelconque, même Apple, je suis pas certain qu'il y ait besoin d'envoyer 150 journalistes aux États-Unis pour essayer un téléphone, alors que tu pourrais très bien déporter ça à Londres, par exemple, pour éviter de dépenser trop d'empreintes carbone, on va dire ça comme ça. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, bien sûr, mais contrairement à ce que les voilà. gens croient, il y a beaucoup d'autres choses, comme elle y a dit, qui se gèrent au-delà d'un simple C'est téléphone. ça. Non, en tant que pro, encore une fois, moi j'aime. En tant que streamer, forcément, je couvre ces conférences-là, donc ça me fait du travail. Et en tant qu'animateur, je couvre ces conventions-là, donc ça me fait du travail. Donc toi, C'est t'es ça. pour tout. Donc moi, je suis pour. Ce sera le mot de la fin. Retour en physique. Non, moi je suis assez pour le côté humain de la Oui, présence bien sûr, hein, physique. il faut les Donc, deux. c'est pour Il ça. faut les deux. Messieurs, comme j'ai envie de parler de vos coups de cœur, on va faire très vite la partie à quoi on joue avec nos recommandations jeux vidéo de la semaine. Ça va être un exercice, 1 minute 30 chacun pour vendre son jeu. Adi, toi tu vas nous parler Facile. de Baldur's Gate 3. Bah évidemment, le futur Game of the Year, le vrai GOTY, virez-moi les Spider-Man, les Zelda, les Street, les ce Aïe, que aïe, vous aïe. voulez, la Alan Wake. Non, Baldur's Gate il est sorti en août et encore aujourd'hui j'y joue et j'ai envie de faire toutes les classes, toutes les persos, toutes les fins, genre tout. Ce jeu il est incroyable, il n'est pas autant hypé qu'Elden Ring, mais je trouve qu'il réussit ce même pari entre guillemets de proposer un CRPG, donc un jeu de rôle mais avec des dés en mode jeu de rôle Donjons et Dragons, qui marche, qui fonctionne, qui est beau, qui est palpitant et qui te donne envie de... Je ne pense qu'à ça. Je n'ai envie de jouer qu'à T'en as Baldur's combien Gate d'heures 3. Bah là, on en est à plus de 100 heures et j'ai toujours pas fini ma première run, donc on a largement le temps. Donc si vous avez 100 heures cette semaine à tuer Minimum. Baldur's Gate 3. Sinon, Gauthier. changement d'ambiance. Ah oui, Sylvain. Alors j'ai failli te dire Anthem parce que j'ai relancé Anthem hier, Oh. mais non, je vais t'as plutôt pas le droit. recommander Disney Speedstorm qui est sorti d'Early Access il n'y a pas très longtemps. Alors oui, j'aurais pu recommander Alan Wake 2, mais d'autres le font bien mieux que moi. C'est un Mario Kart-like.
free-to-play, disponible sur l'ensemble des plateformes. Et honnêtement, j'ai bien aimé. C'est un jeu très fun. En ligne, malheureusement, il y a un aspect free-to-play, donc un peu pay-to-win, qui est un peu contestable. Mais en solo, avec tous les héros Disney, enfin pas tous en tout cas, mais vraiment une pléthore, à un nombre de circuits assez dingue. Il faut aimer l'Eurodance parce que tous les thèmes de Disney sont remixés. C'est pas forcément une bonne idée tout le temps. Mais voilà, je trouve que Gameloft a fait un beau boulot. Il y a des beaux effets de vitesse. Les différents bonus sont vraiment cool. Il y a les différents circuits sont chouettes. Honnêtement, c'est une petite surprise. Mais il faut y jouer en local, avec ses amis ou en solo. Il y a un système de saison, etc. C'est un jeu free-to-play, c'est un jeu à service. Essayez-le, honnêtement, il paye pas une mine comme ça, mais on se prend rapidement au jeu de manière très occasionnelle. Voilà, c'est typiquement le Moi, rien que pour les héros Disney, ça me fait triper. Ah, mais il faut. Il y avait eu Lego Touquet Drive qui était sorti en début de semaine, en début d'année, qui était très sympa aussi au niveau Mario Kart-like pour tout le monde. Alors, moi, je vais être hyper original. Je vais vous parler de Jussante. Voilà, qui est sorti, le jeu Dontnod, que j'ai fini et que j'ai adoré. Alors, on en avait déjà parlé au moment de la Gamescom dans cette émission. Eh bien, une fois terminé, je vous confirme, c'est un excellent jeu qu'il faut aller faire. Jeu d'escalade. C'est 4-5 heures. Hein. Ouais, moi j'ai un peu traîné pour essayer de tout collecter, donc j'en suis à plus que ça, parce que je me balade et parce que je crois qu'il y a des passages secrets partout qu'il n'y a pas. Non, c'est pas vrai, il y en a quand même, mais jeu d'escalade, mais surtout d'une beauté. Pas d'une beauté visuelle comme on voit certains jeux faits sous Unreal Engine ou Unity, machin, une vraie présence. 3 notes de musique de temps en temps qui suffisent à vous mettre dedans, une espèce d'appel des grands espaces et à la solitude. C'est vraiment un jeu posé, magnifique. Vraiment, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Je pensais au début, en ayant joué quelques heures et au mois de cet été, là, je terminais, vraiment, je vous le recommande. Moi, j'y replongerai. C'est pareil, disponible PS5, Xbox Series et PC. Déjà dispo, c'est français en plus, messieurs. Eh bien, il faut courir le faire. Nous sommes arrivés au bout de cette émission. Nous avons réussi à faire tous nos coups de cœur, ce qui tient du miracle. J'ai un peu dépassé, c'est pas grave. Sylvain, merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité, un grand plaisir. On te retrouve très vite dans Manette à 3. Oui, et tout voilà. à fait. Adibou. Oui, merci. Merci d'être venu. Qu'est-ce que tu nous casses bientôt? Merci pour l'invitation. Mais écoute, pour le moment, on va partir en convention justement à Reims pour animer la scène principale. Donc pas de cast pour le moment, mais des animations, évidemment, des lives tous les matins sur une plateforme qui s'appelle Twitch. Voilà, Adibou, en vrai, ce sera à Reims. C'est ça. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver évidemment en rediffusion sur la chaîne Tech & Co toute la semaine, en podcast partout, en replay sur YouTube et sur le site Tech & Co ainsi que sur la plateforme RMC BFM Play. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Jouez bien!